J'aurais voulu vous raconter une histoire, mais j'en ai une, mais je vais quand même vous la raconter. En fait, c'est une histoire que j'ai vue dans une BD, et c'est deux cochons. C'est deux cochons qui discutent. Et il y en a un qui dit à l'autre, j'adore cet endroit, parce que la nourriture est gratuite. Elle n'est pas très très bonne, mais elle est gratuite. C'est quand même vachement sympa. Et l'autre lui répond, ouais, j'adore aussi cet endroit parce que non seulement la nourriture est gratuite, mais en plus, on est logé gratuitement. Et donc ça, voilà, c'est ça, c'est juste une case de BD. Et en dessous, il y a une légende, c'est deux cochons discutant du modèle gratuit. Voilà. Parce que si je vous raconte ça, c'est que ils peuvent discuter du modèle gratuit sur Internet. Hein, parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous parler que de cochons, je vais vous parler d'Internet. Et en particulier des business models de l'Internet et des problèmes que ça pose d'avoir ces business models. Parce que finalement, je voudrais vous faire comprendre qu'on est peut-être, ou peut-être sûrement même, tous dans cette salle, plus ou moins, des cochons du numérique, où on a des services et des logiciels, des applications qui sont gratuits, et on est hyper content, parce qu'on est logé gratuitement, parce qu'on est nourri gratuitement, du moins d'un point de vue numérique, et que eh bien, tout ça peut ne pas forcément bien se terminer. Donc on espérait une conférence sympa. Vous allez voir, c'est assez horrible. Donc j'ai toujours pas de slide, bon on va continuer. Hein. Donc avant de vous expliquer toutes ces choses-là sur les business models du numérique et sur le fait que, je vous fais un spoiler, il n'y a pas de fatalité en fait à avoir des business models qui soient toxiques. Je vais vous dire un petit peu qui je suis. Alors, je me fais souvent traiter de dinosaure de l'Internet, ce qui finalement est assez flatteur. Bon, à part la bedaine et les cheveux gris, quoi. Sur mon CV, j'ai commencé dans une société qui dira peut-être dont le nom dira quelque chose aux plus anciens d'entre vous. C'était Netscape. Netscape qui était la proto-startup, la première boîte introduite en bourse alors qu'elle perdait de l'argent et qui valait déjà 4 milliards à l'époque. Donc c'était toute l'histoire de l'Internet était déjà écrite dans Netscape, bon, qui est mort depuis très longtemps maintenant. C'est sont des choses qui arrivent. Enfin, de toute façon, ça arrive à toutes les boîtes. Hein. Et Netscape, en 98, a initié un projet qui s'appelait Mozilla. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Mozilla Firefox. Levez la main dans la salle si vous avez... ça va, bon, ok. Vous êtes du numérique, non? Vous, non? Ouais, on dirait. Voilà. Donc, moi, j'étais chez Netscape au moment où c'est arrivé. Et le projet m'a passionné, entre autres parce qu'il y avait ce concept complètement délirant qui s'appelle l'open source. En français, on pourrait aussi dire « Wow, c'est formidable !» Regardez, au premier slide, les gens applaudissent. C'est quand même une réussite, cette conférence. Je tiens à remercier la régie pour cette petite astuce qu'on avait mis en place ensemble tout à l'heure. Voilà. Et donc, oui, c'est moi, hein, voilà. Et on va parler de quant et de vie privée. Donc, Mozilla a fait le projet, le projet Mozilla a fait le produit Firefox, 500 millions d'utilisateurs au moment où on a fait le lancement. Moi, j'ai créé Mozilla Europe, j'en étais président pendant 9 ans. Ensuite, quand j'ai quitté Mozilla, j'ai fait un livre qui s'appelle Surveillance, qui justement parle de vie privée à l'ère du numérique. J'ai passé 3 ans dans une start-up française qui s'appelle Cozy Cloud, cozy.io, qui fait un cloud personnel qui protège la vie privée. Et donc en juin, j'ai rejoint Quant, encore, toujours dans la thématique de la vie privée. Donc si vous voulez, si on devait résumer cette... je ne sais pas si on peut peut-être parler de carrière, il y a toujours eu un objectif, c'est de dire l'Internet c'est génial, l'informatique c'est génial, et puis, mais assurons-nous que le pouvoir est bien dans les mains des utilisateurs et pas dans les mains des gens qui vont manipuler des utilisateurs.
Alors maintenant, on va faire justement, maintenant que je vous ai montré que j'étais vraiment un vieux con, on va faire de l'histoire de l'Internet. Et je vous présente, pour ceux qui ne le connaissent pas, Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee, citoyen britannique, qui a inventé le web. Alors pas l'Internet, hein. Les tuyaux, tout ça, la façon dont non. Mais lui, il a inventé la couche au-dessus, qui est une application d'Internet, donc qui est le web. C'est lui qui a inventé le premier navigateur, le concept même de navigateur, de serveur HTTP, qui a inventé le HTML. C'est lui. Voilà. Et Tim Berners-Lee, qui est vraiment un des types les plus extraordinaires que je connaisse, entre autres aussi pour sa modestie, c'est-à-dire qu'il vraiment, il la ramène pas. Il a fait une bévue, mais on ne peut pas lui jeter la pierre parce que c'est normal. Venant d'un contexte académique, lui, il était chercheur au CERN à Genève, mais notons tout de même que son bureau était situé sur le territoire français, parce qu'il était vraiment à la limite. Donc le web a été inventé en France, il faut quand même le savoir. Donc les gens ont tendance à le dire, ouais, c'était un Anglais, il était en Suisse. Non, 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 il était français. Enfin non, bon, il était anglais, mais il l'a inventé en France. Donc le web est français. Hein. Et seulement voilà, Tim Berners-Lee, lui, son objectif, c'était de dire, on a beaucoup de chercheurs au CERN, ils viennent tous avec du matériel informatique qui est incompatible avec les autres, et du coup, c'est l'horreur, on ne peut pas partager facilement des papiers scientifiques entre nous, et c'est nul. Parce que, évidemment, la recherche scientifique, elle avance parce que les gens partagent ce qu'ils trouvent. Et donc, il a dit, je vais inventer un système où on peut partager facilement des documents, des publications. Il l'a fait, mais il ne s'est pas du tout posé. C'est là l'erreur qui n'était pas très importante au début, mais qui est devenue importante après, c'est qu'il n'a pas imaginé un business model pour rémunérer les gens qui publiaient. Ben forcément, il était dans un environnement de chercheurs où les gens sont payés pour chercher, et bon, quand ils trouvent, ce qui est quand même l'intérêt, on devrait appeler ça des trouveurs d'ailleurs, plutôt que des chercheurs, et quand ils trouvent, il faut qu'ils publient, mais ils sont déjà payés, c'est bon. Seulement voilà, le web, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, par sa simplicité, par son universalité, eh bien, le web, maintenant, s'est répandu dans un monde qui est beaucoup plus commercial. Et donc, il faut rémunérer, et c'est important, hein, de rémunérer les gens qui produisent du contenu. Et ça, il n'y avait pas pensé. Il ne s'est pas posé la question. Alors, au début, on a fait de la publicité, mais old school. Alors là, je vous présente Patrick Lelay, à l'époque patron de TF1, hein, qui en 2004 expliquait fondamentalement ce que c'est que la publicité, c'est vendre du temps de cerveau disponible. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette citation qui avait fait enrager les gens, et pourtant elle était extrêmement lucide. Elle est un peu abrupte, mais elle est complètement vraie. Voilà. Au début, était la bannière de publicité. C'était le moyen de commencer à générer un petit peu d'argent pour qu'on puisse payer des gens qui créent du contenu, que ce soit de la vidéo, bon, c'est venu après, mais du texte, des images, etc. On mettait de la pub et voilà, c'était une méthode de fonctionnement. C'était le business model de TF1, si vous voulez, mais appliqué au web. Et on s'est dit, enfin pas moi, mais des gens, se sont dit, il faut qu'on gagne plus. Normal, c'est le capitalisme. Mais comment est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, on pourrait faire de la publicité ciblée. C'est-à-dire qu'au lieu que tout le monde voit la même publicité, comme c'est le cas aux 20h de TF1, c'est pour ça qu'il y a que des trucs vraiment hyper génériques, surtout beaucoup des voitures, quoi, comme s'il fallait absolument vendre des voitures aux Français, parce que presque tous les Français ont besoin de voitures. Donc aux 20h, enfin avant le 20h de TF1, on voit beaucoup de pubs pour les voitures, parce que ça touche vachement de gens, et puis c'est une activité où on peut investir beaucoup dans le marketing. Et là, ils se sont dit, on va plutôt envoyer de la pub qui est spécifique aux gens. C'est-à-dire qu'il faut qu'on connaisse ce qui les intéresse, et quand on les connaît, eh bien, on peut mettre de la publicité qui correspond à leurs besoins. C'est la publicité ciblée. Ah, maintenant il ne veut plus. C'est beau. Non, bah ça y est, le spoiler. Bon. Et c'est donc aujourd'hui le modèle commercial du web où on a donc ici un utilisateur, hein, j'ai mis une utilisatrice parce que bon quand même il n'y a pas de raison, et quand elle va sur Google ou quand elle va sur Facebook ou quand elle va sur les grandes plateformes, eh bien en fait elle fait un échange avec entre l'utilisateur et Google. Sans le réaliser, il ou elle donne des données personnelles en grande quantité et on va le voir après.
il ou elle donne son contenu. Quand vous utilisez Google Photos ou quand vous publiez une photo de chaton ou une vidéo de bébé ou une remarque, etc. sur Facebook, vous donnez du contenu. Quand vous y pensez, Facebook, ils font pas du tout. Quand j'ai mis Google ici, mais ça peut être Facebook aussi. Facebook, ils font pas du tout de contenu. Ils font rien. Facebook, c'est une coquille vide. C'est un truc qui est destiné à héberger du contenu des utilisateurs. Finalement, c'est vous qui fournissez le contenu à Facebook. Le contenu de Google, dans le search, c'est vous ou des créateurs de contenu, mais c'est pas Google lui-même. Vous en tirez soit du plaisir, soit de l'utilité. Mais en fait, le vrai business model, c'est sur la partie droite, c'est une catastrophe. Il marche une fois sur 4. Donc le vrai business model, c'est le publicitaire, l'annonceur qui est à droite ici. Lui, c'est lui qui a une vraie relation commerciale avec les plateformes. C'est lui qui achète de l'audience ciblée et c'est lui qui donne de l'argent à la plateforme. Et c'est là que ça nous rapproche en fait de l'histoire des cochons dont je vous parlais tout à l'heure. C'est qu'on a l'impression qu'on est les clients de Google et de Facebook, alors que pas du tout, on est le bétail de Google et de Facebook. Alors on n'est pas des cochons qui vont finir découpés en tranches. Là, on n'a pas vu ça à grande échelle de la part de Google et de Facebook, qui trucidaient des individus. Donc normalement, c'est pas ça qui se passe. Mais en fait, autant on comprend bien quand on est un adulte qui a compris la vie, que quand on va à la ferme, en fait, le client du fermier, c'est le boucher, c'est Lactalis, s'il s'agit de vaches, etc. Et que le bétail n'est pas le client du fermier. Ça, on l'a bien compris. Par contre, dans le numérique, on n'a pas encore compris que non, l'utilisateur n'est pas le client de la plateforme. Et ça, c'est essentiel de remettre ça dans l'axe, parce que sinon on ne comprend pas ce qui se passe et on va continuer à se laisser bouffer la laine sur le dos, pour continuer dans la métaphore agricole, par les grandes plateformes. Alors comment est-ce que Google, là c'est juste partiel parce que j'avais plus de place sur le slide, comment est-ce que Google pompe vos données personnelles? Il vous fait un cadeau, il vous offre un navigateur qui s'appelle Chrome, qui récupère vos mots de passe, votre historique de navigation, les clics, tout ce que vous faites. Tout ça, c'est envoyé chez Google. Et il offre, alors pas à vous directement, mais il offre aux fabricants de matériel Android. Donc si vous avez un Samsung, un LG, un Sony, tout ça, un Nokia, levez la main, ceux qui ont des appareils comme ça. En gros, qui a un smartphone non Apple dans la salle? Levez un peu plus loin, je vois, ouais. Bon, alors voilà, en fait, vous êtes des cochons du numérique, mais vous aussi, mais moi aussi, donc je veux dire. Parce que le business model là-dessus, c'est Google qui donne à Samsung, qui pourtant est une société solvable, je crois qu'on peut le dire, c'est quand même le plus gros consortium sud-coréen, donc il y a beaucoup d'argent chez Samsung, mais Google le donne cet OS qui a coûté littéralement plusieurs milliards de dollars à développer. Il le donne en échange de la signature d'un contrat qui force Samsung et ses homologues à accepter les applications Google avec. C'est-à-dire, je vous force à le prendre si vous prenez en plus le reste. Regardez comme je suis généreux. Sauf que le reste, c'est les applications qu'on voit listées ici, qui sont des pompes à données utilisateurs pour que Google récupère les données des utilisateurs. Donc en fait, Google utilise la force des fabricants et leur faiblesse, leur incapacité à développer un système d'exploitation qui soit aussi bon qu'Android. Eh bien, il exploite ça pour aller pomper les données des utilisateurs. Alors, Google Maps, c'est connecté à votre GPS, et donc, il sait où vous vous déplacez. Si vous cherchez d'ailleurs sur Google Location History, vous avez une page qui recense tout votre historique des déplacements depuis que vous utilisez Google Maps. C'est-à-dire
c'est assez flippant. Moi, j'avais fait, bon, depuis, j'ai arrêté, j'ai désactivé ces trucs-là, mais à une époque, je mettais une copie d'écran de ces choses-là, et c'était très gênant parce qu'on voyait où était mon bureau. À l'époque, j'étais chez Mozilla, et on voyait le nombre de fois où j'allais aux toilettes dans la journée, parce qu'il mémorise dans la journée quand et où vous êtes, et donc, en fait, j'étais pas repéré au même endroit sur la carte quand j'étais aux toilettes que quand j'étais dans mon bureau. Mon coup de bol, la salle de réunion était à côté des toilettes, donc ils pouvaient croire que j'étais dans la salle de réunion, alors qu'en fait j'étais aux toilettes ou vice-versa. Mais franchement, c'est assez flippant de voir à quel point on est pisté rien que dans nos déplacements, parce qu'on a quelque chose qu'on a toujours dans la poche ou dans le sac à main. Avec Gmail, bon bah, il connaît vos contacts, etc. Ils ont dit qu'ils arrêtaient d'ailleurs avec Gmail, ils n'ont plus besoin maintenant. Bon bah, les contacts évidemment, donc ils savent qui vous connaissez, qui vous appelez. Google Search. Alors là, c'est même un autre monde, quoi. Le Google Search, il sait ce qui vous inquiète. Et ça, on l'a pas toujours compris, parce qu'un moteur de recherche, c'est quand même le confident ultime. Bon alors, une histoire que j'invente. Un jour, je ou vous, on se lève le matin, et on a une rougeur mal placée. Ça démange, c'est un peu gênant, etc. Est-ce que j'ai vraiment envie de montrer mon intimité au médecin? Je sais pas trop. Quand même, c'est gênant. Eh bien, je pose la question au moteur de recherche, qui lui n'a pas du tout fait le serment d'Hippocrate, hein, du tout. Et donc on n'y pense même pas. Mais le moteur de recherche est le confident ultime, qui a une mémoire infaillible, puisque c'est un ordinateur, enfin sauf quand c'est moi, parce que moi je ne fais pas beaucoup de backup, mais eux ils en font, donc il a une mémoire absolument infaillible, et il s'intéresse en fait. Et donc c'est pour ça qu'un de ces jours, je vais retrouver, je sais pas, de la publicité pour les préparations H ou autre sur Internet. L'agenda, il sait qui je rencontre. Le Drive, bon, il a tous mes documents. Et Google Analytics, il sait tout ce que je fais sur tous les sites web à peu près. De toute façon, c'était des datas qui étaient déjà récupérées avec Chrome. Donc en fait, si Google nous donne tous ces cadeaux, Chrome, Android, toutes ces applications formidables, c'est pas un cadeau, c'est pour nous transformer en cochons du numérique. Exactement comme le fermier prend bien soin de ses cochons avant de les envoyer à l'abattoir. Bon, Facebook, c'est pire. Ça, c'est une copie d'écran de l'application Facebook sur Android, avant que j'abandonne Android. Alors, on ne voit pas bien, là, parce qu'il y a le kakémono, mais il y a un bouton vert en bas qui dit « Accepter ». Accepter que je donne toutes ces données personnelles à Facebook. Position, lire mes textos, accéder à mes contacts, qui va uploader sur son serveur immédiatement, mon identité, mon agenda, toutes mes photos, contenu multimédia, etc. Et là, il y a ce bouton vert, vert comme l'espoir, j'accepte. Le feu vert, celui de la liberté, où je peux aller de l'avant, vous voyez. Ben non, je n'ai pas pu cliquer, quoi. Mais les gens le font, hein. Ils sont des milliards à avoir cliqué sur ce bouton accepter, vert, je donne toutes mes données à Facebook, hein. Bon, moi non, mais je suis un peu spécial. Et tout ça, ça serait pas grave. On se dit, oui, bon, ils sont quand même vachement sympas, ils nous font des cadeaux, hein. Comme le cochon trouve le fermier sympa. Jusqu'à ce que, en juin 2013, un certain Edward Snowden, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un ancien agent de la CIA, un patriote américain, un type de droite, hein, bien droit dans ses bottes, et qui dit « Moi, je veux servir mon pays ». Il a essayé d'être soldat, il n'a pas réussi parce qu'il n'avait pas le physique. Et du coup, il devient agent secret, il devient agent de la CIA. Et ensuite, c'est un excellent informaticien, et donc il travaille à la NSA, qui est la National Security Agency, dont le métier est de surveiller le monde entier. Et en particulier, la NSA surveille aussi les citoyens américains par dizaines de millions. Et ça, c'est contraire à la Constitution américaine. Et ça, pour Snowden, patriote, c'est inacceptable que son employeur viole quotidiennement la Constitution de son pays. Et donc, il décide, parce que c'est un administrateur système, il décide de rafler tous les PowerPoint qu'il trouve sur tous les serveurs de la NSA, et il part avec les poches bourrées de clés USB, et il quitte son job, il fait croire qu'il est malade, et il va rencontrer des journalistes, et il leur donne les clés USB en disant, là-dedans, il y a tout de quoi faire péter la NSA. Et en particulier, ben, j'en ai pris un, il y en a littéralement des centaines de milliers, des slides comme ça. Ça, c'est le slide, vous voyez, il est marqué ici « Top secret ». C'est un vrai slide de la NSA.
Et ça parle du programme XKeyscore. Et XKeyscore, en gros, c'est le Google Search interne de la NSA. Ça tourne sur 150 sites différents, sur 700 serveurs qui sont utilisés pour indexer l'Internet et savoir tout ce que fait chacun d'entre nous. Le slide, vous le trouvez sur Wikipédia. Hein. Je n'ai pas été obligé d'hacker la NSA pour ça. Hein. Donc certains de ces slides ont fuité aussi sur Wikipédia via la presse. Et en fait, s'il y a une chose à retenir des révélations Snowden, c'est que la NSA, veut veut espionner tout le monde pour asseoir l'hégémonie américaine. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement pour combattre les terroristes et les pédophiles, ce qui sont les deux arguments généralement utilisés, c'est surtout parce qu'on voit que la NSA a comme client le Department of Commerce, c'est-à-dire la promotion en fait du business américain. C'est de l'intelligence économique. La NSA, une de ses fonctions, c'est faire de l'intelligence économique et aussi de l'intelligence diplomatique, enfin bref, de quoi asseoir l'hégémonie américaine dans le monde entier. C'est leur business. Donc la chose à retenir de la NSA, c'est qu'ils veulent tout surveiller, mais ils ne peuvent pas. Ça coûterait trop cher. Alors en fait, ils vont utiliser les datas collectées par les grandes plateformes pour réussir leur mission. Donc la conclusion finalement de Snowden, c'est que la concentration, la centralisation de nos données sur les grandes plateformes, c'est ce qui rend économiquement possible la surveillance de masse à l'échelle du globe par la NSA. C'est parce qu'on a accepté, sans vraiment réaliser, qu'on donnait toutes nos datas à Google, à Facebook, à Apple, à Amazon, etc., qu'on rend possible la surveillance de masse. Ouais, mais moi, je m'en fous, je n'intéresse pas à la NSA, en fait. Quoique, on va voir, c'est pas si simple. J'ai cliqué sur le bouton, je recommence. Ah, ça a bougé. Oui, voilà. Donc, je vous présente Glenn Greenwald. Glenn Greenwald, c'est un des 2 ou 3 journalistes, ça dépend comment on compte, il y en a eu 2, puis ensuite il y en a eu un troisième, les 2 premiers journalistes qui ont été contactés par Snowden et à qui il a remis les documents de son lanceur d'alerte, quoi. Et Greenwald a fait un super TED Talk que je vous encourage à voir. Vous tapez Glenn Greenwald dans TED.com et vous allez tomber dessus. En plus, il est retranscrit, donc c'est facile à lire. Et en plus, la retranscription, elle est traduite en français. Et ça donne ça. Alors c'est long, évidemment, ça dure 20 minutes. C'est passionnant. Mais Greenwald, si j'ai pris juste un morceau, il dit « Quand on est surveillé, écoutez, notre comportement change du tout au tout. » Une société dans laquelle les gens peuvent être surveillés à tout moment est une société qui pousse à la conformité, l'obéissance et la soumission. Alors, je ne sais pas pourquoi vous êtes venus ici, mais alors, si vous voulez, moi, en tant qu'entrepreneur, la soumission et la conformité, c'est vraiment les derniers trucs que je veux. Parce que je ne vais jamais monter un business, je ne vais jamais disrupter quoi que ce soit si je suis dans la conformité, l'obéissance et la soumission. Donc, c'est vraiment contraire à ce que je suis probablement venu ici faire, c'est-à-dire changer le monde. Et c'est pourquoi tous les tyrans, qui eux ne veulent pas changer le monde, recherchent un tel système. Dire « Ah, mais Greenwald fait des grandes phrases, machin, etc. » C'est pas forcément vrai. En fait, c'est très vrai et c'est même prouvé scientifiquement. Alors, il y a un spoil, j'espère que ça va pas... Voilà. Il est prouvé scientifiquement que la surveillance provoque l'autocensure. Il y a une étude scientifique qui a été faite, qui s'appelle Chilling Effects Online Surveillance and Wikipedia Use, publiée sur le Berkeley Technology Law Journal aux États-Unis en 2016. Et ce scientifique a fait une étude sur l'audience, le nombre de pages vues de Wikipédia US sur des sujets connexes, enfin, reliés au terrorisme. Donc la page djihad, la page salafisme, la page explosif improvisé, vous voyez ce genre de trucs qui sont liés au terrorisme. Et il a regardé, et ça c'est l'audience, les points au fil du temps. Voilà,
voyez, ça monte. Et la barre noire, là, eh bien, c'est la moyenne. Et effectivement, et ça, c'est le temps qui passe. Hein. Et effectivement, aux États-Unis, enfin, sur la Wikipédia américaine, les gens se renseignent de plus en plus. Alors, deux précisions. Un, c'est légal de regarder les pages sur le terrorisme de Wikipédia. Et deux, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que vaut mieux se documenter sur le terrorisme dans Wikipédia que de rester scotché bouche bée devant CNN en regardant des gyrophares tournés et des journalistes comme des cons avec des micros qui n'ont rien d'autre à montrer que des trottoirs avec du sang, quoi. Et des flics qui passent en courant. Parce qu'il n'y a que ça, en fait. Quand vous allez sur le câble, sur les chaînes d'infos, quand on vous parle de terrorisme, c'est que c'est beaucoup d'émotions, c'est horrible, mais on n'apprend pas le mode de fonctionnement du terrorisme et on ne comprend pas comment ça fonctionne. Si ce n'est on devient victime finalement du terrorisme en regardant ça, parce qu'on ressent la peur qui est quand même l'objectif premier du terrorisme. Donc c'est bien que les gens aillent sur Wikipédia et essayent de comprendre comment tout ça fonctionne, le mécanisme du terrorisme. Et c'est super parce que les gens se documentent de plus en plus. Vous voyez, au fil du temps, l'audience augmente. Jusqu'à ce jour bizarre, je vous mets un suspense de dingue avec cette télécommande qui ne marche pas. Vous allez... Voilà. Mi-juin 2013, les révélations Snowden. Dans les journaux, on apprend que la NSA surveille les citoyens américains. Et de ce jour-là, l'audience de ces pages-là, elle baisse de 20% et ensuite, elle plonge. C'est-à-dire que depuis que les gens se savent surveiller, ils n'osent plus regarder Wikipédia. C'est pourtant toujours une bonne chose, c'est toujours légal de regarder Wikipédia, mais ils ne veulent pas parce qu'ils ont peur d'être soupçonnés de terrorisme. Ils ont peur d'être victimes collatérales d'une rafle contre des terroristes. Et ça, un citoyen qui ne se documente pas, qui ne veut pas comprendre comment marche le monde, ça fait un citoyen qui vote moins bien, et c'est peut-être un hasard, mais ils ont fini par voter Trump. C'est QFD. Donc oui, se sentir surveillé fait qu'on s'auto-censure, et on le voit, ici, les Américains regardent moins Wikipédia sur les aspects du terrorisme. Hier, justement, vous voyez, c'est daté du 13-9 au soir. Alors que j'étais dans le TGV, je tombe sur cet article où on voit que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné le Royaume-Uni parce qu'eux aussi faisaient partie des programmes de la NSA et qui surveillent trop leurs citoyens et que ça pose des problèmes fondamentaux de liberté. Donc, c'est un problème d'être sous surveillance. Alors, est-ce que... Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, je trouve que l'Internet, c'est une chose extraordinaire. Ça permet des choses comme Wikipédia, qui me paraissent fondamentales. Je suis moi-même un modeste contributeur à Wikipédia, et je vous encourage à donner des sous, ne serait-ce que ça, ou à contribuer sur des articles. Mais vraiment, ça permet des choses extraordinaires qui n'étaient pas possibles avant. Mais je veux que ça soit des choses extraordinaires et positives, pas simplement nous rendre riches en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'employé d'une start-up qui fait du numérique. Il faut que ça serve à quelque chose de positif dans le monde. On dit que les start-up changent le monde, peut-être, mais il faut que ça soit de façon positive. Et aujourd'hui, si vous voulez, le problème, c'est qu'on est tous plus ou moins poussés, quand on monte une start-up, à faire ce qu'on appelle du capitalisme de surveillance, c'est-à-dire faire un mini Facebook ou un mini Google, ou utiliser leurs outils, ou les promouvoir, parce qu'évidemment, ils font tout un écosystème. Et ça c'est un vrai problème. Mais on n'est pas obligé de se résigner. C'est pour ça qu'on a fait Quant, qu'on a lancé Quant il y a 5 ans. On s'est dit, un moteur de recherche, c'est super important, mais ce n'est pas obligé que ce soit dans une optique à la Google, à la Facebook, avec un maximum de collecte de data personnelle. Et d'ailleurs, vous le voyez, si vous allez sur quant.com faire une recherche, ou si vous définissez, je vous encourage à le faire, ne serait-ce que pour 15 jours, prenez quant.com comme page d'accueil par défaut et comme moteur de recherche par défaut, allez-y. Et vous allez voir, dès la première fois, il y a quelque chose qui cloche en bien.
vous n'avez pas cette bannière, attention, vous allez accepter de mettre des cookies sur votre navigateur. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas de cookies. On ne cherche pas à vous pister. Donc on commence déjà par la base, on ne met pas de cookies. Point barre. Pas de cookies. Ce qui fait que si vous revenez dans 10 minutes, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne fais pas la relation avec le fait que c'était vous 10 minutes plus tôt qui cherchez rougeur pelvienne, par exemple, au hasard. Donc, pas d'historique de recherche. On utilise, bien entendu, HTTPS pour sécuriser la connexion, pour qu'il n'y ait pas de tiers qui sachent ce qui transite entre nous, Quant, et vous, utilisateurs. Et sans vouloir tomber trop dans la technique, mais en gros, vos adresses IP, on les chiffre en quelque sorte de façon à ne pas pouvoir faire l'aller-retour et vous retrouver, vous pister par la suite. Nos serveurs, ils sont en Europe, c'est-à-dire que nous avons nos propres serveurs, ils sont en Europe pour ne pas être sous la législation américaine. On a nos propres algorithmes et on est seul moteur de recherche européen qui a son propre index. Tous les autres, ils utilisent un autre moteur, probablement américain évidemment, pour faire des recherches. Et ils font juste l'intermédiaire entre vous et un moteur américain. Et nous, on fait un moteur français et européen avec la data en France. Et ça, c'est super important en termes de souveraineté. Pourquoi est-ce que les Chinois ont leur propre moteur de recherche, les Russes ont le leur, les Américains en ont 3, et en Europe, on n'en aurait pas du tout? C'est n'importe quoi. C'est essentiel qu'on ne dépende pas sur une infrastructure aussi importante d'un pays étranger. Et c'est pour ça qu'on est fiers d'être un moteur européen. Et au-delà de ça, parce que les gens nous disent « Ah, mais je veux bien un moteur de recherche, c'est génial, mais je veux d'autres choses », on a des verticales. Une partie sur le sport, le shopping, la musique. Donc vous cherchez Madonna, et ben vous tombez sur Madonna et vous pouvez l'écouter sur Spotify, Deezer, etc. tout de suite. Donc, les jeux, Quant Junior pour les enfants, et puis une série de services dont je vais vous parler, Quant Maps, Quant IoT, Quant Med et Quant Pay. Ah, c'est d'une frustration. Oui, on va dire ça. Voilà. Alors, Quant Junior, c'est pour les enfants de 6 à 12 ans. Donc avec un logo adapté, du contenu adapté, pas de porno, pas de violence, pas de haine, pas de drogue. C'est donc pas sex, drugs and rock'n'roll. Il peut y avoir du rock'n'roll, mais c'est à peu près tout. Alors la plupart des adultes trouveraient ça probablement un petit peu fade, mais pour des enfants de 6 à 12 ans, c'est nickel. Et pas de publicité, parce que c'est des enfants. Par exemple, c'est pas comme YouTube Kids. YouTube Kids, ça existe, et vous mettez votre enfant devant YouTube Kids, et le soir, il vous dit qu'il veut des Kinder Surprise, des Lego et des Playmobil, parce qu'il en a vu toute la journée en publicité. Ben, chez Quant Junior, il n'y a pas de publicité, parce que c'est des enfants. Et ici, vous voyez, par exemple, alors, si vous cherchez terrorisme dans Quant Junior, vous avez la définition de l'Encyclopédia Universalis, qui sort, qui a été validé pour ça. Mais si vous cherchez terrorisme dans les images de Quant Junior, eh bien, on ne le voit pas bien là, mais il y a le petit dinosaure et dit non, je n'ai pas trouvé de résultats qui te conviennent. Parce que des photos de terrorisme, c'est pas joli. En tout cas, pas pour les enfants. Donc, Quant Music dont je vous parlais, avec là, on cherche Madonna. On peut la suivre sur les réseaux sociaux. On peut l'écouter sur ses différents services et on a sa fiche avec une photo, sa discographie, etc. Alors, quelques chiffres sur Quant, donc lancé en juillet 2013, 160 employés, présents à Épinal, Ajaccio, Nice, Rouen, Paris, Allemagne, Italie. Des investisseurs, parce qu'évidemment, il faut beaucoup d'argent pour faire un moteur de recherche, avec ses serveurs, ses algorithmes et son index. 70 millions de connexions par mois, on est dans le top 50 des sites européens. Ça, c'est une erreur, j'ai un slide que j'ai oublié.
Donc je vous en parlerai in French après, parce que là, il était en anglais. Alors Quant va au-delà du simple moteur de recherche. Et je vais vous parler de 2 services qui sont à venir. Et on aura un petit peu de temps pour les questions-réponses. Le prochain, normalement, sur la liste, bon, c'est du logiciel, alors on est toujours très prudent sur la roadmap. Hein. Enfin, ça fait 30 ans que je fais du logiciel, donc je sais que c'est compliqué. Quant Maps, c'est un service de cartographie. Il est basé sur un projet de logiciel libre et d'open data qui s'appelle OpenStreetMap, qui est absolument génial, qui est tout un écosystème avec de la data géographique et qui, avec des outils en plus complémentaires. Et nous-mêmes, on contribue, par exemple, là, ce que vous voyez, ce GIF animé ici, c'est un projet open source, ou de logiciel libre qui s'appelle Cosmogony, qui est donc le code source est public, à l'URL ci-dessus, et c'est ce qui permet de faire des hiérarchies dans les pays. Enfin, non, c'est pas qu'un pays est mieux qu'un autre, mais c'est l'Europe à un certain nombre de pays. Et ici, l'exemple, c'est le Luxembourg. Et le Luxembourg est lui-même structuré donc en États, en régions, en cantons, etc. Et c'est ce qui, Cosmogony, c'est ce qui vise en fait à permettre aux applications de s'y retrouver dans toute la complexité humaine qui est la géographie et les États et les régions. Donc voilà, là on travaille là-dessus et on espère sortir dans les mois qui viennent Quant Maps. Et enfin, un vrai problème qu'on a et que, je vais vous expliquer, alors on a le problème mais on a la solution, on ne l'a pas sorti encore mais on l'a. C'est qu'on a un souci, la volonté, je vous le disais, de protéger la vie privée des utilisateurs, ça c'est une chose, mais du coup, ça rend beaucoup plus compliqué la personnalisation, et souvent les gens veulent de la personnalisation. Alors sur le search de la personnalisation, c'est important, mais alors sur des choses comme la cartographie, comme Maps, c'est encore plus important. C'est-à-dire que quand vous allez sur une carte, vous êtes content de retrouver les recherches que vous avez fait précédemment, vous êtes content de retrouver votre resto préféré, votre cordonnier, votre boucher, etc. Et votre région. Et tout ce que vous avez pu annoter finalement sur la carte la dernière fois. Mais c'est antinomique avec le fait qu'on respecte votre vie privée. Et pourtant, on a envie de faire les deux. Évidemment, respecter votre vie privée, c'est notre ADN, mais en même temps, on ne veut pas vous fournir des services pourris dont vous n'aurez pas envie de vous en servir. Donc, on a la solution technologique qu'on a mis en place, ça s'appelle Mask, Quant Mask, qui n'est pas encore sorti, sur lequel on est en train de travailler, mais je vous fais donc une preview. Donc à droite, une copie d'écran de Mask. C'est une application ou une extension qui s'installe sur votre navigateur, sur votre machine. Et c'est là que sont stockées vos données. C'est-à-dire que vos données, votre boucher, votre cordonnier, vos restos préférés, votre adresse, c'est stocké localement. Et donc, quand vous utilisez Quant Maps, on sait juste que vous voulez la carte, par exemple de Metz, si vous habitez Metz. Et on vous envoie la carte de Metz. Et on ne sait pas, on voit juste, nous, de notre point de vue, on voit juste un utilisateur qui veut la carte de Metz. Et donc, on lui envoie. Et Mask, localement, va mettre un calque. Le localement est très important. Localement, il met un calque et sur lequel, vous voyez, un papier calque comme on faisait dans l'ancien temps, sur une carte en papier, imaginons, eh bien, ce calque sur lequel il y a vos données à vous, votre historique de recherche sur la cartographie, ou bien votre resto, votre cordonnier, votre boucher, etc. Donc vous avez une expérience personnalisée, c'est-à-dire vous voyez une carte avec vos trucs habituels, mais nous, chez Quant, on ne voit rien, parce que c'est Mask et l'application Maps qui font le travail localement avec des données qui sont en local et qui restent en local. Et c'est ça qui est essentiel. Donc on offre à la fois la personnalisation côté client et le respect de la vie privée. Donc premier objectif pour nous, c'est de le faire marcher dans Quant Maps. Si vous voulez, vous voyez, il y a un bouton ici, vous pouvez désactiver la personnalisation si vous préférez.
Et idem pour Quant Search. C'est-à-dire que dans la recherche Quant, on va stocker, le logiciel localement sur votre appareil, que ce soit votre navigateur ou votre smartphone, il va stocker votre historique de recherche, que ça ne sort pas de là, et en fonction de ce que vous avez cherché par le passé, ça va vous faire remonter dans vos requêtes, localement, ce que vous avez déjà cherché, parce qu'il y a des chances que vous vouliez retourner dessus. Et c'est ça qui est important, et ça aussi, ça peut se désactiver. Et par la suite, idem dans Quant Music et idem dans Quant Games et tous nos services. Donc avec cette obsession du respect de la vie privée, mais avec la volonté de faire la personnalisation. Voilà, je crois qu'on a un peu de temps pour les questions. Monsieur a une question, je ne sais pas s'il y a un système de micro. Voilà, le micro arrive, monsieur. Bonjour, merci pour votre présentation. Il n'y a du coup qu'une chose que vous n'avez pas encore expliquée, c'est quel est, à vous, Quant, votre business model, puisqu'on a bien compris votre attachement à l'ADN et au respect de la vie privée, mais du coup on ne voit pas comment vous devenez le bon fermier par rapport c'est très juste. Au fournisseur du boucher. Voilà, c'est très juste. Alors effectivement, on est une entreprise commerciale, on doit gagner de l'argent pour préserver notre pérennité, et c'est essentiel. Pour ça, on fait de la publicité. Mais ce n'est pas de la publicité ciblée, c'est de la publicité contextuelle. Quelle est la différence? Eh bien, on ne sait pas qui vous êtes. Hein, et ce processus de protection de la vie privée a été audité et validé par la CNIL pour être sûr qu'on ne faisait pas semblant de ne pas vous connaître, mais en fait, on vous connaît quand même. Donc, on ne vous connaît pas. Par contre, quand vous arrivez sur un moteur de recherche, vous donnez une indication importante qui est ce que vous cherchez. Et si vous cherchez bicyclette, eh bien, à ce moment-là, on va vous faire de la publicité pour des vélos. Ou peut-être pour des ponchos kawaii pour faire du vélo. Vous voyez, ou des choses comme ça. Alors, ça ne rapporte pas tout à fait autant que la publicité ciblée, mais ça a été le business model de Google jusqu'en 2008, et ça marchait très bien. Ils étaient déjà très profitables. Et c'est de la publicité. Là, on peut discuter de est-ce que c'est acceptable d'avoir la publicité ou pas, mais c'est de la publicité qui, éthiquement, ne cherche pas à vous traquer. Et ça, pour nous, c'est essentiel. Idem dans Quant Shopping, etc., etc. Voilà. Donc, on fait de la pub, mais sans savoir qui vous êtes. Mais je vous remercie d'avoir posé la question, parce qu'en fait, c'est un oubli de ma part de ne pas en avoir parlé. Madame, ici, on va vous donner le micro. J'avais pas vu, pardon, je suis un peu ébloui là. Désolé. Bonjour Morgane, enchantée. Moi j'avais une question. J'ai téléchargé votre application Quant. Du coup, voilà, c'est cool. Bon, je l'utilise sur un iPhone, donc Apple Merci. me fera plaisir. Mais par contre, sur mon ordinateur, je vais continuer d'utiliser Chrome. Et du coup, il n'y a pas comme une contradiction? Alors, c'est une très bonne remarque. Alors déjà, je tiens à vous remercier d'avoir installé l'application Quant sur votre iPhone. Petite précision, chez Apple, vous avez peut-être remarqué au moment où vous avez payé votre téléphone, il est odieusement cher. Hein? Ça fait mal, hein? Oui, moi aussi j'en ai un. C'est un cadeau, alors ça va. Pardon? C'était un cadeau, alors ça va. C'est un cadeau, mais enfin, je peux dire qu'il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup. Hein. Ou qui a vraiment beaucoup d'argent, j'en sais rien, mais, ou les deux, l'un n'empêche pas l'autre. Mais effectivement, chez Apple, c'est vraiment très très cher. Ils font des marges à peu près indécentes, les meilleurs de l'industrie, mais alors de très très loin. Et du coup, ils s'engagent à protéger votre vie privée. Donc, je ne les mets pas du tout dans le même camp qu'un Google et qu'un Facebook, dont l'objectif est de savoir le maximum sur vous. Chez Apple, ils ne veulent pas. On ne va pas rentrer dans le débat, mais il ne faut pas les mettre dans le même sac. C'est pour ça que la notion de GAFA, si vous voulez, qu'on utilise souvent, elle met Apple et Facebook et Google dans le même sac. Et en termes de business model, ça n'a rien à voir. Et Amazon aussi est différent. Donc, voilà pour la parenthèse. En fait, vous avez installé, sans le savoir, vous avez installé Firefox avec une étiquette Quant dessus. Je le sais parce qu'en fait, on bosse avec Mozilla et c'est du logiciel libre, c'est-à-dire qu'on a le droit de reprendre le code source de Firefox et de mettre une étiquette Quant dessus. Donc en fait, vous avez pris un Firefox sans le savoir donc le code source est public, donc si vous aviez envie, vous pourriez auditer pour être sûr qu'il ne vous piste pas.
Et dessus, à la place, on a juste changé Qwant comme moteur de recherche et comme page d'accueil par défaut. Sur votre PC, il n'y a pas que Chrome dans la vie. Enfin, je sais, moi j'ai passé 17 ans chez Mozilla, hein, donc il y a Firefox, et depuis plusieurs mois, ça doit faire maintenant 1 an et demi, le nouveau Firefox, il dépote. Il est vraiment super, donc je vous encourage à essayer le nouveau Firefox. Dedans, vous pouvez mettre Qwant par défaut, et là, à ce moment-là, vous avez un navigateur qui respecte votre vie privée et qui, en plus, utilise un moteur de recherche qui respecte votre vie privée. Et là, vous avez une bonne combinaison. On a annoncé hier, Qwant, un partenariat avec un navigateur qui s'appelle Brave. Brave est le premier navigateur qui propose, en France et en Allemagne, Qwant comme moteur de recherche par défaut. Vous pouvez aussi essayer Brave si vous voulez. De toute façon, ça a été fait par la même personne, Brendan Eich, l'inventeur de JavaScript, créateur de Mozilla et créateur de Brave. Donc, voilà, il y a des options. Et Chrome, si je n'ai pas eu la question aujourd'hui, mais on me la pose parfois, qu'est-ce que je peux faire pour limiter ma dépendance? Les 2 premiers trucs, c'est arrêter Chrome. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'alternatives de qualité. Et la deuxième, c'est arrêter Gmail. Et là, les gens font comme ça. Et on travaille sur Qwant Mail, mais pour l'instant, ce n'est pas disponible. Donc, abandonner Gmail, c'est pas facile, quoi. Puis après, abandonner Android, ça, vous l'avez déjà fait, puisque vous êtes sous iOS. Voilà. Est-ce qu'on a le temps pour d'autres questions ou pas? Ouais. Là, je vois rien, moi, du tout. Merci pour la présentation. Je vous en prie. Une question qui peut être déjà posée. Et justement, j'hésite à migrer, enfin j'hésite oui et non. C'est facile d'aller sur Qwant en termes de moteur de recherche. On est très habitué à Google. Est-ce que demain, quand j'utilise Qwant, est-ce que je vais pas avoir, enfin, en termes de recherche et de requête, est-ce que je vais avoir la même richesse d'informations que Google? C'est une excellente question. Alors, moi je vous dis, essayez et regardez ce que ça vaut. On se bat pour offrir les meilleurs résultats de recherche. Qwant est parti avec un peu de retard par rapport à Google, parce que c'est l'écosystème européen, tout ça. On améliore sans cesse nos résultats de recherche. Et moi-même, entre le moment où je me suis demandé, tiens, est-ce que je vais aller bosser chez Qwant, et le moment où j'ai décidé d'aller chez Qwant, et le moment où je suis rentré chez Qwant, j'ai vu un progrès net dans l'amélioration des résultats de recherche. Regardez si ça vous convient. Moi, je vais même vous dire, passez sous Qwant, restez-y 15 jours, et vous allez voir que vous allez vous y faire. C'est forcément un peu différent en mise en forme, mais ça marche bien. Et si de temps en temps, sur des requêtes super compliquées, très longues, qui ne vous donnent pas les résultats que vous espériez, il y a une astuce dans Qwant. Vous faites ampersand, enfin le « et » commercial, et « g », donc vous tapez ça dans le moteur de recherche, espace, et votre requête. Et cette requête, elle part vers Google, et vous avez les résultats de Google. Donc vous pouvez rester dans Qwant et dire juste là, pour ce coup-ci, là, sans même à la retaper, je vais aller poser cette même question. Juste en début de ligne, je mets « et »,« g », espace, et je vais avoir les résultats de Google. Comme ça, je peux comparer. Et puis, si vraiment vous trouvez que c'est vraiment trop nul, eh bien, vous pouvez revenir sur Google quand vous voulez. C'est une préférence dans votre navigateur à changer. Voilà. On a fini. On a fini. Alors, il y avait une question là-bas, mais c'est pas grave. Ouais, on n'a plus le temps. C'est plus le temps. Voilà. Je suis désolé. Merci beaucoup, Tristan. De rien. Merci à vous tous de votre attention.